Eiffage, c'est aujourd'hui une entreprise de près de 75 000 personnes, 21 milliards de chiffre d'affaires, qui est en croissance très soutenue en France, mais surtout très soutenue en Europe, avec un modèle qui est basé autour de quatre branches d'activité. D'un côté, toute la partie infrastructure, avec la route, le génie civil, la construction métallique. De l'autre côté, la partie Eiffage Énergie Système, toute la partie de service à l'énergie, très large, voilà, avec tout ce que vous pouvez imaginer là derrière, de la construction à la maintenance, qui est évidemment une activité extrêmement soutenue actuellement, une branche d'activité sur les concessions, des concessions diverses et variées, autoroutières, dont on parle de temps en temps, mais aussi sur d'autres actifs. Et puis une partie dont je vais vous parler un peu aujourd'hui, qui est la partie Eiffage Construction, qui est à la fois dans l'immobilier et dans l'aménagement, mais qui est aussi évidemment directement impliqué dans l'acte de construire. C'est sa particularité. Voilà, juste sur quelques mots, et peut-être préciser, puisque ça a été dit, oui, c'est une entreprise... je suis assez près du micro, ça va, oui. Ouais, j'ai peur que tu me fascines pour ça. Et donc, c'est une entreprise très engagée depuis de nombreuses années sur le plan de la RSE globalement. Ça se traduit notamment, évidemment je ne vous présenterai pas aujourd'hui, mais pour ceux qui sont curieux, on est à notre 4e rapport climat, qui est peut-être celui qui précise le mieux les moyens qu'on met en œuvre, les engagements que l'on prend, comment on les travaille année après année. C'est un rapport extrêmement exigeant que l'on construit. Et puis, à notre 2e ou 3e rapport sur la biodiversité, qui là aussi est quelque chose que l'on travaille, qui est un axe extrêmement travaillé chez nous, partagé, avec la particularité, c'est qu'on aborde ça dans nos différents métiers. D'ailleurs, on a pris un engagement sur la trajectoire 1,5 degré. Et on l'a pris pour chacun de nos métiers. Évidemment globalement, mais aussi pour chacun de nos métiers, ce qui crée une exigence très particulière quand on a effectivement des activités variées comme celle de construire des routes, celle aussi de construire des voies ferrées, c'est plus simple, ou d'exploiter des voies ferrées, que quand on fait évidemment des actifs avec du bitume. Donc voilà, sur ce plan général. Après, tu m'avais demandé... Oui. Tu avais présenté une ou deux. Alors oui, quelques slides. Oui, je ne les vois pas, mais je les vois là. Alors, excusez-moi, moi j'ai pris quelques slides parce que Jean-Pierre m'avait demandé de montrer quelque chose de très concret. Puis finalement, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut montrer très concret? Et d'exemplaires, voilà, je le ramenais au lycée. Donc ça, c'est un exemple, c'est un projet qui a été livré l'an dernier. Donc, qui existe réellement. On parle d'un lycée, vous voyez que c'est un lycée assez classique, 1000 élèves, donc d'une taille réelle et certaine. On a plus de 16 000 mètres carrés de surface de plancher. Et puis, sur les quelques chiffres qui sont utiles de retenir, il y a ce qu'on appelle le MOB, c'est les murs. Alors, pour les spécialistes, c'est les murs à ossature bois. Voilà, ce qui est, évidemment, on comprend tout de suite que c'est une composante qui a des avantages en termes de carbone. Et là, il y a près de 13 000 mètres carrés, 2 planchers bois et 11 000 mètres carrés de murs. Il y a 17 000 bottes de paille, parce que la particularité, c'est que l'isolation est faite en paille. Et puis, il y a évidemment des mètres cubes de bois, mais il reste quand même du béton aussi, près de 5 000 mètres carrés. C'est un projet à 36 millions d'euros, donc vous voyez un petit peu comment ça peut être assez classique. Je vous disais ça parce que si on regarde sur ce slide-là, voilà, bon, c'est un peu compliqué, c'est tout le jargon du bâtiment, mais pour certains, ça commence à parler, on parle de plus et moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en fait, ce bâtiment-là, très clairement, qui est à mon avis probablement la référence aujourd'hui dans la construction en France, dans toutes les composantes qu'il a mis en œuvre, c'est d'une part, le premier point, alors vous voyez, le bilan... énergétique dont on parle, donc ça clairement il est E+, et il est niveau E4, ce qui veut dire que dans ce niveau 4 on atteint la capacité que le bâtiment produit plus d'énergie qu'il en consomme, avec la particularité qu'on prend évidemment ça sur la consommation énergétique primaire, on parle en mètres carrés par an, bon ça c'est tout le jargon, mais globalement ça veut bien dire ça, et ça veut bien dire lorsqu'on prend la totalité des usages du bâtiment en termes d'énergie.
Ce n'est pas uniquement le chauffage et l'éclairage, alors on parlera tout à l'heure d'éclairage, ça compte. Le chauffage aussi, bien sûr, vous en doutez, mais aussi tout ce qu'on peut faire derrière dans un bâtiment, dans une école. Donc, il y a un certain nombre de choses, d'usage d'informatique, etc. Donc, évidemment, ça demande d'installer un certain nombre de choses, des panneaux photovoltaïques, en l'occurrence dans ce cadre-là. Il a la particularité d'être, alors, le fameux C-, ça veut dire que là, on est au niveau C2, c'est le niveau là aussi le plus élevé. Ça veut dire qu'on prend en compte, vous voyez, le PCE, consommation d'énergie, consommation d'eau et la partie chantier. C'est-à-dire que aussi bien à la fin, l'énergie nécessaire pour le chantier doit être prise en compte, et donc ses conséquences en termes de carbone. Mais on prend aussi toute la partie des produits de construction, tout le carbone qui a été nécessaire pour, évidemment, mettre en œuvre les produits. D'où l'intérêt d'utiliser de la paille, d'utiliser du bois, par exemple, ou d'utiliser du béton bas carbone. On le comprend aisément. La particularité aussi de ce bâtiment, c'est qu'il a un label de bâtiment biosourcé, puisqu'il incorpore 51 kg au mètre carré de matériaux biosourcés, ce qui est une performance assez remarquable aujourd'hui, puisque c'est un autre des aspects qui est ici et qui n'est pas relevé nécessairement par la partie énergétique ou la partie carbone. Voilà ce que c'est construire en fait bas carbone pour un bâtiment. Je crois que là on l'a. Je crois que sur le slide d'après, je vous ai mis peut-être ce qui est important, c'est parce que une fois qu'on a fait ça, on ne fait pas tous les bâtiments comme ça, quoi. Et pour le faire comme ça, il faut mettre un certain nombre de choses en place, il faut mettre des règles en place, il faut pouvoir exploiter tout ça. Donc là, vous voyez, un projet comme ça, pour être à ce niveau-là de performance et être capable de construire concrètement, il faut ameler il faut mettre en œuvre une filière sèche, par exemple, sur l'isolation de la paille. C'est pas si facile que ça, vous imaginez bien. Il ne faut pas amener d'humidité là-dedans, il ne faut pas embarquer dans des murs, il ne faut pas évidemment boucler tout ça. Il y a un certain nombre de résistance au feu qu'il faut garantir. Il y a plein de choses qu'il faut travailler. C'est pas si simple que ça. Donc nous, on est confrontés, je vous parlerai après de la partie achat, qui est une partie assez conséquente pour nos métiers, mais on a aussi été confrontés à faire nous-mêmes un certain nombre de choses parce que le marché n'est pas encore mature. Voilà, donc là, on a utilisé tout notre savoir-faire interne, on a utilisé Savard, qui est un investissement qu'on a fait dans le bois, dans la construction bois, très spécifique. On a traité évidemment des circuits courts, et ça c'est exigeant, c'est un lycée à Clermont-Ferrand, c'est le lycée de Gergovie, je crois que son nom officiel ça doit être ça, et en fait, on a dû traiter localement. Ça n'a aucun intérêt de faire venir de la paille d'Ukraine, et ça serait probablement pas commode en ce moment. Donc, il a fallu aussi traiter ça. Il a fallu industrialiser ça localement. Vous avez une photo qui montre effectivement l'atelier qu'on a mis juste à côté. On a trouvé un hall et il a fallu mettre en place une filière spécifique. Et évidemment, ce que je vous disais, on a aussi travaillé toute la production énergétique, mais ça c'est assez classique et ça commence à rentrer dans les mœurs. C'est évidemment toute cette partie photovoltaïque, on en parlera tout à l'heure. Et puis la partie aussi de récupération des eaux qui est un élément concret. Okay. Et puis, puisque j'avais droit à des slides, j'en ai mis un dernier, mais vous dire finalement comment on s'engage là-dessus, sur cette partie-là, et peut-être vous parler, puisque moi je suis en charge des achats pour le groupe FH et des gros partenariats, c'est vous dire comment on travaille ça, comment on essaie d'industrialiser totalement cette capacité à produire dans de bonnes conditions et notamment à décarboner tout notre acte de construire. Alors nous, on travaille avec différentes choses. C'est d'abord une capacité à piloter ça, c'est très important. La data est au cœur de ce système-là. Vous voyez, rien que je vous montrais un bâtiment, et c'est à l'air simple quand je vous montre un bâtiment, mais faire ce vrai bilan absolument précis, sincère, incluant, exhaustif, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de la connaissance, ça demande de la modélisation, ça demande des capacités et des compétences différentes entre l'ingénierie, des directions financières qui doivent intervenir aussi. Et en réalité, aujourd'hui, il faut qu'on outille tout ça. Donc nous, on travaille beaucoup sur les outils. Le premier outil ici, c'est un outil de reporting carbone, c'est dire finalement, il est où notre carbone et qu'est-ce qu'il faut travailler en priorité et comment on peut agir. Et si on baisse de 5% dans tel domaine, est-ce qu'on aura un impact global assez significatif ou pas ? Donc
donc ça, c'est un levier important. Ce reporting carbone, il est déjà affiché, puisqu'on a affiché des résultats, on a affiché un certain nombre de choses et affiché des progrès qu'on voulait faire là-dessus. Mais en même temps, on sait qu'on doit le travailler encore plus précisément. Donc on est en train de continuer d'exploiter tout l'échange avec les fournisseurs, évidemment, qui ont une partie de cette contribution, d'aller chercher un certain nombre de modélisations, les meilleures qui existent, pour avoir quelque chose de totalement opposable dans le bilan carbone qu'on fait dans l'entreprise. C'est aussi un deuxième outil, je vous avais mis juste 3 là, mais un deuxième qui consiste à se dire, il faut aussi qu'on partage. C'est un club Sequoia, je suis content parce que l'ITED fait partie de ce club Sequoia, mais c'est pas seul, j'ai vu qu'il y a Ecovisio qui est avec nous et qui en fait aussi partie. C'est l'idée qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on se mette ensemble à développer de l'innovation, à identifier des bonnes solutions. Là, Sequoia, c'est un club dans lequel, finalement, ce qui n'est pas un club FH, hein, c'est un club maintenant qui est assez largement avec des plus petites et des très grosses entreprises comme Saint-Gobain ou Rexel qui viennent nous rejoindre et pour lesquelles on met en commun un certain nombre d'appels à solutions pour trouver les solutions les plus innovantes et s'assurer que chacun dans notre domaine, on peut aider à promouvoir ces solutions, à les industrialiser, à les systématiser parce que la clé, elle est là. Et puis, enfin, un troisième outil qui est pour nous aussi important, c'est de rentrer dans le détail, dans le choix qu'on a à faire sur les produits parce que, effectivement, ça, c'est un outil qu'on a développé qui s'appelle EcoSource qui permet d'aller vraiment identifier les bons produits, où ils sont, leurs conditions de mise en œuvre, est-ce que c'est acceptable ? On va aller beaucoup plus loin dans ce domaine parce qu'on n'a pas terminé. On se rend compte qu'on sert, nous, une centaine de milliers de chantiers, donc c'est extrêmement important, et que la décision, ça ne peut pas être juste intellectualisé tout en haut, il faut que sur le terrain, il y ait des capacités, vous voyez, qu'on se rapproche avec une notion aussi locale, hein, lorsqu'on veut mettre des solutions en œuvre, et donc il faut apporter et descendre ces outils, les rendre accessibles vraiment à ceux qui prennent les décisions au quotidien. C'est aussi bien pour nous, les gens qui vont décider de savoir quel matériel ils vont mettre en œuvre pour monter sur le chantier, pour creuser, pour couler du béton. Est-ce que du matériel électrique peut être là ? Quel impact ça aura sur leur bilan de leur construction ? Donc on va travailler ça et on travaille ce travail-là, c'est un travail très collaboratif ici qu'on mène avec nos fournisseurs et on cherche à avoir des outils le plus collaboratifs possible. Et donc on devrait dans peu de temps mettre sur le marché quelque chose qui peut dynamiser, qui va dynamiser la filière dans ce domaine de la construction bas carbone et mettre en avant les produits qui sont réellement les plus vertueux. Ok. J'étais peut-être un peu long, non ? Non, mais ça va. Mais t'as fini là ou Ouais, j'ai fini. J'aurais pu continuer, mais je suppose qu'il faut que je laisse un peu la place. Non, écoute, moi, je voulais juste, avant, parce que là, je ne vais pas poser peut-être trop de questions, mais tu peux me dire pourquoi la filière construction ne construit-elle pas que des bâtiments comme tu nous présentes là, avec bas carbone ? C'est quoi ? C'est une question de prix ? Pourquoi en fait, on montre toujours un exemple parmi, j'allais dire, comment tu as dit, des dizaines de milliers de chantiers ? Oui, sur ces dizaines de milliers de chantiers, combien y en a-t-il qui, en fait, aujourd'hui, sont, on va dire, des bâtiments bas carbone? Alors, il y aurait d'autres bons exemples à montrer. Il y a plusieurs moteurs pour ça. Pour répondre très sincèrement à cette question-là, d'abord, il y a les clients. Est-ce que les clients veulent ? Par exemple, on a fait quelque chose d'assez exemplaire aussi. Et il y aura de grandes communications qui sont faites là-dessus, mais ça, vous avez dû entendre parler sur le village des athlètes. Enfin, les JO 2024 se veulent des JO engagés sur le plan du climat. Et donc, il y a des efforts qui ont été faits. Il y a des cahiers des charges assez contraignants qui ont été faits. Donc là, la construction, et on est engagé dessus, a mis en œuvre de nouveaux matériaux, a permis de développer de nouvelles choses d'ailleurs. Mais globalement, on se heurte aussi à une capacité de service, à une industrialisation. Je veux dire, si on décidait d'isoler tout en paille ou de construire tout en bois, vous savez bien, vous avez dû en entendre parler, ça crée très vite des problématiques d'approvisionnement, de montée des coûts qui peuvent être effectivement très néfastes. Donc il y a toute une industrie qui se met en ce moment en route pour fonctionner là-dessus et il faut industrialiser les filières. C'est pour ça que des entreprises investissent. C'est pour ça qu'on sait bien, ça ne se fait pas tout seul, quoi.